Mesdames, Messieurs, bonsoir. He is back. Donald Trump devient officiellement le 47e président des États-Unis et entame son deuxième mandat présidentiel au Capitole, sous un parterre de 500 personnalités. Une cérémonie d'investiture dans la tradition, avec ses prières, ses serments et faits inédits de l'action. À peine a-t-il prêté serment, en effet, que le président Trump prononce un discours qui, sans surprise, s'inscrit sous le signe de la rupture, un discours qui annonce une série de décrets et de décisions présidentielles censées entamer, selon lui, le nouvel âge d'or des États-Unis d'Amérique. Une détermination impatiente de Donald Trump pour activer illico presto ses promesses électorales. Dans ce cadre solennel, Trump dit récupérer le canal du Panama ou renommer le golfe du Mexique. Et ce mandat de Trump commence aussi avec 2 états d'urgence. Le premier d'ordre sécuritaire à la frontière sud, avec le déploiement de l'armée pour fermer les frontières et déporter les millions d'immigrés rentrés illégalement ces dernières années. Et une urgence énergétique avec la fin de ce qu'il a annoncé comme le Green Deal, soit le retrait de l'accord de Paris et le retour du forage à profusion. Le Capitole, ou la maison du peuple, Trump y a le plein pouvoir avec un contrôle des 2 branches du Congress. Alors, le deuxième mandat de Trump sous le signe d'America First est le retour du rêve américain. Réponse avec nos experts ce soir. Se joint à nous depuis Abu Dhabi l'expert en intelligence stratégique et économique, Oussama Wassini. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Ami Khadija, et merci pour l'invitation. Merci à vous de répondre. Et tous mes meilleurs vœux. À vous également, merci beaucoup. Et se joint à nous depuis Vancouver, Hicham Ouattadid, expert en stratégie politique. Bonsoir Hicham Ouattadid, et merci à vous également de vous joindre à nous. Première question, et c'est une première dans l'histoire des États-Unis. Donald Trump a été donc réélu président des États-Unis après une défaite. C'est une première depuis 1892 et un certain Grover Cleveland. D'abord, un commentaire sur la forme aujourd'hui de cette cérémonie d'investiture. Hicham Ouattadid, je commencerai par vous. Ce qui est dans la tradition et ce qui est nouveau dans cette deuxième investiture de Donald Trump. Je pense en fait, dans cette nouvelle investiture de Trump, dans ce nouveau mandat, on voit un Trump avec une introduction percutante, c'est-à-dire en utilisant des phrases beaucoup plus fortes pour capter l'attention, mais surtout avec une structure en fait, c'est-à-dire avec l'organisation des thématiques, des sujets, notamment il a commencé par économie et sécurité, politique étrangère, etc. Aussi, ce qu'on a observé en fait par rapport à la dernière, au premier mandat, c'est qu'il a opté pour un rythme beaucoup plus fluide et avec une tonalité émotionnelle afin d'embarquer en fait toutes les personnes qui étaient en fait à l'intérieur de la salle et surtout d'attirer et de capter leur attention. Aussi, ce qu'il a choisi, il a choisi un message simplifié avec des slogans en fait mémorables de temps à autre et aussi avec une mise en scène son point fort qui est le gestuel pour capter l'attention en fait de ceux qui étaient là présents, mais aussi il était confiant que un peu partout dans le monde, en fait, que son discours en fait sera écouté un peu partout dans le monde et surtout que tout le monde attendait en fait ce moment de début pour son deuxième mandat autant que 47e président des Américains. Oussama Wassini, Hicham Ouattadid à l'instant parlait des personnalités qui étaient présentes. Alors, fait marquant quand même, c'est qu'il y avait tous les patrons de la tech américaine qui étaient juste derrière le président. Alors bien sûr, il y a un membre de cette nouvelle administration, la personne d'Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX, entre autres, et de X aussi, il faut le dire. Jeff Bezos, patron d'Amazon, Mark Zuckerberg, patron de Meta, Tim Cook, Apple, Xu Zhiqiu, patron de TikTok, Bernard Arnault LVMH. Bref, si on devait faire la somme des fortunes de ce parterre de businessmen, eh bien, cela ferait beaucoup d'argent. Quel message renvoie cette image des plus gros patrons de la bourse américaine, mais aussi du CAC 40, pour ce deuxième mandat de Donald Trump? Madame, comme vous avez l'habitude, je ne vais pas parler d'un point de vue idéologique, je vais parler par des chiffres. Le PIB mondial, en 2020,
était de plus ou moins de 80 à 85 000 milliards de dollars. Le PIB mondial en 2030 sera entre les 120 et les 130 000 milliards de dollars. Sur ces 130 000 milliards de dollars, plus de 50% proviendront de ces gens de la GAFA. Donc tout ce qui est intelligence artificielle, nanotechnologie, industrie 4.0, etc., etc. Donc si on prend 50% des 130 000 milliards de dollars, c'est approximativement 65 000 milliards de dollars. En 2020, le PIB mondial était de 80-85 000 milliards de dollars. Donc on peut dire facilement, Madame Khadija, que plus de 50% de ce que nous produisons actuellement n'existera plus en 2030. Ça seront ces gens-là dont vous avez cité qui feront l'avenir du monde. La grosse partie du PIB mondial. Donc c'est le message qu'il veut faire passer. Et c'est la puissance qu'il veut faire passer par le message de l'intelligence artificielle et de tout ce qui est industrie 4.0 ou nanotechnologie, surtout au niveau médical. Voilà. Et aussi, lorsque vous voyez M. Bezos ou LVMH, ces messieurs détiennent aussi la presse. Je crois Bezos, il détient soit Washington Post ou New York Post. Je me trompe très souvent. Le Washington Post, en effet, c'est voilà. Le Washington Post. Le Post. Donc le Washington Post, il est très mal placé. CNN, elle est en train de perdre des parts de marché. Vous avez tous les journaux de LVMH et de son beau-frère et de ses, je crois que sa fille ou son fils il est marié avec quelqu'un qui détient le monde, etc., etc. Donc c'est un monde où, au niveau médiatique, ils ont intérêt à changer leur stratégie et surtout changer la stratégie au niveau informationnel. C'est que, comme ils disent eux très souvent, dorénavant, c'est le peuple qui gère. Donc X jouera un rôle très important et toute personne qui ne s'alignera pas à la stratégie de X verra ses jours difficiles. Alors, en effet, bon, ce ne sont pas que ceux-là qui auront des jours difficiles. Le discours de Donald Trump, juste après avoir prêté serment, Hicham Mouatadid, je vais citer quelques extraits. Là, ce sont des reproches clairs, directs à l'administration sortante de Joe Biden, qui était présent dans la salle avec la vice-présidente Kamala Harris. Ça a dû être un moment très difficile pour eux. Je cite Donald Trump. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui, notre gouvernement fait face à une crise de confiance. Pendant de nombreuses années, une élite radicale et corrompue a siphonné le pouvoir et la richesse de nos citoyens, tandis que les piliers de notre société s'effondraient dans une ruine apparente. Ce gouvernement ne protège plus nos magnifiques citoyens respectueux des lois, mais offre refuge et protection à des criminels dangereux. Et d'ajouter que nous avons un gouvernement qui consacre des financements illimités à la défense des frontières étrangères, mais refuse de protéger nos propres frontières, ou plus grave encore, son propre peuple. Fin de citation. C'est donc un extrait du discours de Donald Trump aujourd'hui. La couleur est affichée, c'est la rupture avec tous les fondements de la politique, d'abord intérieure, de l'administration Biden. Est-ce qu'il a les moyens de ses ambitions, notamment de faire déployer l'armée dans la frontière sud, et aussi, surtout, de déporter des millions d'immigrés entrés aux États-Unis de manière illégale pendant, justement, le mandat de Joe Biden? Je pense en fait que c'est du Trump, en fait, la manière dont il a critiqué en fait l'ancienne administration démocrate, et c'est ce qui a été attendu parce que c'est a utilisé un peu le même temps en fait aussi durant le premier discours en fait de son premier mandat. Et en fait, on a aussi observé Trump avait aussi ce mal à se détacher du contexte électoral et du temps du discours, du contexte électoral solennel, qui devait être beaucoup plus rassembleur, beaucoup plus unificateur. Et d'ailleurs, on l'a vers la fin, aussi au milieu de son discours, que malgré qu'il a critiqué en fait l'administration sortante, mais quand même il se veut un président unificateur, rassembleur et quelqu'un qui veut la paix, qui veut régler tout par en fait l'approche à sa vision, qui ne veulent pas cadrer en fait
dans sa stratégie, à travers quoi il veut gouverner en fait les prochains 4 ans. Je pense que Trump, autant que personnage, il veut toujours garder cette image de marque de Trump, personnifier un peu sa présence, ne pas perdre ce pouvoir ou cette dimension. Et comme je l'ai mentionné toujours, qu'il ne va pas gouverner tout seul, il y a toujours 3 dimensions. Et malgré qu'on va être à 3 à gouverner fait l'avenir ou le président des États-Unis, mais je veux garder cette touche à moi qui rajoute toujours en fait ce ton politique, avec quoi il gouverne et il gagne aussi en fait, des points au niveau politique. Et on l'a vu que même avant son investiture, avant son arrivée à être assermenté, qu'il a quand même négocié pas mal en fait au niveau de plusieurs dossiers politiques, notamment au Proche-Orient, mais aussi avec TikTok, etc. Et il veut garder cette dimension parce que c'est une carte qui met à chaque fois devant pour gagner des points au niveau politique pour le Parti républicain, mais aussi que ce soit pour ses intérêts en fait personnels au niveau politique. Et on le connaît très bien, c'est quelqu'un qui fonctionne par l'image de marque, par ce qu'on appelle une arrière-pensée en fait beaucoup plus d'un homme d'affaires qui veut toujours négocier un nombre de contrats de gagnant-gagnant, cette image de marque Trump au niveau politique, parce qu'il sait que c'est une carte qu'il va utiliser à n'importe quel moment qu'il juge bénéfique pour les intérêts des Américains. Alors, Oussama Ouassini, pour les intérêts des Américains, oui. Donald Trump n'est pas trop dans la politique verte, on va dire. Il veut remplir les réserves stratégiques, exporter l'énergie, forêt. Bref, il instaure ce qu'il appelle un état d'urgence énergétique. Pour commencer, ils se sont retirés du DEI, ce qu'on appelle Diversity, Equity, Inclusion, mais aussi de l'environnement. Comme vous avez dit tout à l'heure aussi, ils sont sortis de l'accord de Paris. La raison, elle est très simple. Je dirais, le vrai problème des États-Unis en ce moment, c'est qu'il faut sauver le soldat dollar. Le dollar est dans une situation assez critique, vu l'endettement du pays à plus de 36 000 milliards de dollars. Et c'est pour ça que Elon Musk est arrivé pour pouvoir éponger cette dette qui est très lourde et qui appuie un peu très souvent en essayant de diminuer de 2 000 à 3 000 milliards de dollars par an. Donc, et d'autant plus, il faut rajouter une chose, le pétrodollar meurt. On sait déjà que plus de 50% de la consommation mondiale du pétrole n'est plus vendue en dollars. Donc le seul moyen, donc automatiquement, en termes de masse monétaire du dollar, 50% ne sera plus utilisé. De ce fait, effectivement, la raison pour laquelle Donald Trump a voulu se retirer c'est de pouvoir consommer au maximum le gaz ou le pétrole de schiste qui existe sur leur territoire et de pouvoir l'utiliser comme un moyen de pouvoir attirer toute une puissance industrielle qui est déjà installée en Europe. Et de pouvoir vendre à travers ces produits qui vont être produits aux États-Unis, de pouvoir les vendre en dollars. Ceci d'un point. Comme on sait aussi autre chose, c'est que le gaz de schiste ou le pétrole de schiste, c'est le pétrole qui coûte le plus cher en extraction. C'est un pétrole ou un gaz qui est extrait environ entre 40 et 50 dollars le baril. Ça, c'est le prix de revient. Donc, automatiquement, le prix de vente doit être supérieur au minimum à 80, voire 100 dollars le baril. C'est ainsi, ça lui permettra aussi de récupérer ce manque à gagner en termes de masse de dollars qui n'est plus utilisé sur les autres 50%. Et bien entendu, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y aura aussi la partie d'intelligence artificielle et tout ça, et tous les autres produits qui vont être vendus en dollars. Donc, quelque part, Trump est en train, à travers tous ces outils qu'il est en train d'utiliser, de pouvoir sauver le dollar. C'est ça le vrai problème actuellement aux États-Unis. Est-ce que cela implique une guerre commerciale ouverte avec la Chine? Si oui, est-ce que la récupération du canal du Panama, comme annoncé aujourd'hui, Oussama Ouassini, va permettre davantage de serrer un peu cette politique commerciale des États-Unis envers le concurrent direct et éternel, l'Empire chinois?
Là, effectivement, le seul avantage du canal de Panama, c'est que tout simplement, ce canal permet le flux, la supply chain logistique de toute marchandise qui pourra traverser pour aller vers les États-Unis ou vers des États-Unis vers les pays asiatiques. Comme vous savez très bien, Khadija, si vous regardez l'Amérique latine, il y a plus de pays sur le côté atlantique que sur le côté pacifique. Sur le côté pacifique, vous allez trouver approximativement 2-3 petits pays, mais de l'autre côté, sur l'Atlantique, il y en a 7 ou 8 pays. Le Brésil, l'Argentine, etc., etc. D'autres pays, la Colombie, etc. Donc, le canal de Panama joue un rôle très important dans le flux de marchandises, donc en termes de stockage, en termes de gestion, etc., etc. Mais le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est que le seul avantage comparatif que disposent actuellement les États-Unis par rapport à la Chine, ce n'est plus l'industrie normale, et comme je vous ai dit tout à l'heure, plus de 50% que nous produisons actuellement, en 2030, n'existeront plus. Donc, le seul moyen de pouvoir sauver ce dollar, c'est que les États-Unis d'Amérique disposent actuellement, grâce aux GAFAM, cette puissance, cet avantage comparatif qu'ils ont par rapport aux Chinois. Et ceux-ci, ils vont essayer au maximum de le mettre en place le plus rapidement possible pour pouvoir les concurrencer et gagner ces 50% des 120, 130 000 milliards de dollars dans les 5 années à venir. Voilà. Alors, là, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. En parlant de guerre, justement, il parle de lui comme pacificateur, comme unificateur, peacemaker, unifier. Alors, Hicham Moatadi, vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure. Est-ce que cela, bon, il a aussi parlé que de ces otages qui ont été relâchés avec cet accord de trêve entre Israël et le Hamas. Et il promet de mettre fin aux guerres et de ne plus se lancer dans la guerre. Est-ce qu'on peut attendre quand même 4 ans de paix, Hicham Moatadi, compte tenu de l'évolution tellement rapide des événements, notamment au Moyen-Orient, mais aussi l'avenir de l'Ukraine? Bon, il n'en a pas réellement parlé, en tout cas nommément dans son discours, mais que pensez-vous de l'avenir de ces deux guerres, Moyen-Orient et la guerre en Ukraine? Je pense en fait que Trump, vraiment, c'est quelqu'un qui s'inscrit en fait de cette vision de pacificateur, quelqu'un qui veut dépenser le moins possible à l'international en termes vraiment de sécurité, de défense et surtout de sécurité et de défense des autres pays ou des autres entités à l'international. C'est quelqu'un qui veut investir n'importe quel dollar en fait pour l'intérêt des Américains et dans l'économie américaine. Et je pense que dans sa vision à lui, que le plus en fait de dossiers qui épuisent en fait dans le budget américain, surtout en termes militaires, d'engagement militaire, en termes de sécurité, et qui épuisent en fait les Américains. Je pense que Trump va essayer beaucoup plus de vendre beaucoup plus d'armes, de faire de la promotion vraiment à l'industrie militaire américaine que de s'engager ou de donner des promesses en fait d'engagement dans ce genre de guerre. Il va essayer d'envoyer des négociateurs, essayer vraiment de faire de la pression politique, de la pression économique, de la pression commerciale et aussi même de la pression à travers la vente des armes et des engagements des Américains que de choisir en fait ce choix facile d'envoyer en fait des militaires américains pour qu'ils assurent une certaine présence afin d'assurer la paix dans une telle région. Je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire même avant d'être nommé officiellement président des Américains. Il a envoyé en fait son envoyé spécial au Proche-Orient. C'est celui en fait qui a négocié aussi de son côté, notamment lorsqu'il a demandé en fait la rencontre de Netanyahou pour qu'il puisse vraiment accélérer cette feuille de route pour arriver vraiment à un accord. Ça ne serait que temporaire pour le moment, mais il s'engage vraiment à le faire réussir. Aussi, il a évoqué qu'il a de très bonnes relations avec le président russe, mais aussi avec le président en fait ukrainien. Et je pense qu'il est capable de prévaloir en fait cette carte économique, cette carte de pression et de négociation diplomatique que vraiment d'aller directement vers le choix le plus facile ou le choix le plus coûteux pour les Américains, celui d'envoyer ou des militaires ou même de l'armée en fait américaine à l'international, mais parce que ça coûte cher aux citoyens américains, ça coûte cher
Et je pense qu'il est capable de faire prévaloir ceci, sauf s'il y a en fait des forces majeures en fait au niveau international. Et ça, on le sait avec le mouvement que connaît la géopolitique. Dans la gestion des dossiers, il va prévaloir la pression économique, la pression militaire, la pression financière et la pression diplomatique avant vraiment d'aller à la sixième étape, qui est vraiment s'investir militairement et dépenser de l'argent des Américains dans ce genre de dossier. Parlant de... Bon, il y a déjà des réactions, bien sûr, après ce discours d'investiture. L'une des premières, celle du président du Panama, José Raúl Mulino, qui dit que le canal du Panama nous appartient et n'appartient à personne d'autre. Donc là, on commence à voir, Oussama Ouassini, que les réactions ont... C'est-à-dire, aujourd'hui, déjà, Donald Trump a réussi à secouer l'opinion publique internationale, mais aussi des leaders internationaux, à commencer par les voisins. Il promet aussi de surtaxer les produits mexicains, peut-être les produits européens aussi. Donc, est-ce que finalement, ce deuxième mandat de Trump doit-il être craint sur la scène internationale? Khadija, si vous permettez, sur la forme, regardez au niveau européen qui est présent. Personne, aucun chef d'État, sauf l'italienne. Ensuite, l'opposition allemande du gouvernement actuel. Au niveau France, il y a Zemmour et Knafo. Vous avez une idée de ce qui va se passer? Quelque part, et j'irai même plus loin, il a même dit aujourd'hui qu'il retardait la taxation des produits européens. Et là, je me suis dit, et effectivement, l'euro a pris 2-3%, je pense, ou un truc comme ça. Je n'avais pas vraiment vérifié, mais effectivement, l'euro a repris quelque chose. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Comment se fait-il que du jour au lendemain, il a changé d'avis? Alors, je me suis posé une question. Ça n'engage que moi, personnellement, Khadija. Est-ce que quelque part derrière tout ça, est-ce qu'il va essayer de demander aux Européens de jouer le rôle de procuration pour alimenter l'Ukraine au niveau armement et que cette guerre perdure? Aucune idée. Ça, c'est une question. Parce que pourquoi ce retard, ce timing? Deuxièmement, comme je vous ai dit tout à l'heure, Khadija, moi, personnellement, tout se joue sur le pétrole, sur l'énergie. Vous savez très bien, sans l'énergie, il n'y a pas d'activité économique, donc il n'y a aucune puissance. Donc, quelque part, pour moi aussi, le pétrole doit être vendu et il faut automatiquement que le pétrole soit vendu à plus de $100 le baril. Alors, je suis en train de me poser la question, est-ce que, effectivement, au niveau Moyen-Orient, au niveau Palestine, Israël, les choses vont s'atténuer, c'est sûr, mais le problème va être décalé soit vers le Liban ou bien la Syrie. Mais il y a un autre pays qui est très important, et c'est un maillon faible du BRICS, c'est l'Iran. Alors, la question que je suis en train de me poser, est-ce que, avec la pression, on va dire, d'opinion publique par le biais de X ou autre, ne vont-ils pas de jouer un rôle de pouvoir secouer un peu plus le pays pour qu'il y ait un renversement autre? Aucune idée. Bon, ça sont des hypothèses, et je penche plus vers ça, ce qui permettra automatiquement d'augmenter le prix du pétrole. Le pétrole qui se trouve actuellement en Russie, ou le gaz, il est déjà vendu à 100% aux Chinois et à l'Inde. Ils ne pourront jamais alimenter l'Europe, malgré ce qu'elle vient de faire, je crois, la présidence Meloni. Elle a soutenu le Premier ministre slovaque pour la raison de la reprise de transition de gaz de Russie. Bon. Donc, ce que je veux dire par travers tout ça, c'est que Trump, effectivement, comme a bien dit notre ami, c'est qu'effectivement, il va jouer de la pression. Merci. En tout cas, il va jouer de la pression. Il en joue déjà avec son discours et puis les décrets qui sont aussi dans le pipe. Merci beaucoup. Le temps de cette émission est désormais terminé. Nous allons certainement revenir sur les premiers pas du retour de Trump à la Maison-Blanche dans nos prochaines émissions. Merci beaucoup, Oussama Ouassini. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et merci à vous également, cher Hicham Ouachadid. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Et je finirai avec ce qu'a dit le 47e président des États-Unis aujourd'hui. L'impossible est ce que fait l'Amérique de mieux. On verra bien. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.